Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à notre webinar Business Plan 2015. Donc, avant de commencer, vous expliquer un petit peu le côté pratique de ce webinar. Donc, vous avez la possibilité de soit d'appeler un numéro de téléphone, soit d'écouter via votre PC et un casque directement connecté à votre ordinateur. Vous avez une rubrique, une petite partie questions sur le client GoToWebinar. Donc, pouvez-vous soit lever la main, je vous invite plutôt à poser des questions directement dans l'interface. Et donc, on pourra les relever au fur et à mesure et y répondre. Sachez qu'à la fin du webinaire, nous avons un petit slot qui est réservé aux questions-réponses. Sachez que le webinaire sera enregistré et disponible sur notre blog si vous souhaitez y revenir par après ou le partager avec d'autres personnes de votre entourage. Alors, je suis accompagné de Thomas. Et oui, comme à chaque fois. Et donc je suis Thomas Bress et je m'occupe de tout ce qui est technique, stratégie, organisation au sein de BMSP. Et donc Frédéric Navarro, alors moi je m'occupe du développement de BMSP et j'interviens aussi dans de la formation sur des sujets commerciaux et de management dans le cadre du modèle MSP. Donc nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui et nous vous avons concocté l'agenda suivant. Donc on va représenter rapidement qui on est, d'où on vient. Et ensuite, nous allons vous présenter les bonnes pratiques liées au business plan. Alors c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que étant ancien prestataire informatique, on a vécu, je pense, des choses similaires à vous. Et quand on est dirigeant de société, on avait vraiment cette douleur de se dire quels sont les bons ratios de pilotage, est-ce qu'on a la bonne information, et surtout quand on est seul, à qui on rend des comptes certaines fois à personne. Donc garder motivé, garder le cap. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on a voulu faire ce webinaire et donner toutes les bonnes pratiques, outils, références, ratios dont vous pourrez vous inspirer dans le cadre de l'année 2015. Donc même si on a des exercices fiscaux qui peuvent être différents, n'empêche que la fin d'année 2014 marque la fin d'une année et 2015 le début. Donc on est un peu tous dans cet état d'esprit de redémarrer à la rentrée sur de nouveaux projets. Donc on va parler de la préparation du business plan, le business plan en lui-même, et on ira un peu dans le détail de comment faire son prévisionnel, et surtout, ces données-là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc l'implémentation concrète dans vos sociétés. Et puis, comme je vous le disais, s'il y a eu des questions pendant, mais sachez qu'après, il y a aussi un, un petit moment pour faire des questions-réponses et on vous présentera à la fin les prochaines dates de nos webinaires et de nos événements. Alors, qui on est? Donc, BMSP issu quelque part d'un prestataire informatique qui a fait une transformation totale de son business et de ses outils et qui a je dirais, récupéré énormément de savoir-faire de d'autres pays, notamment aux États-Unis. Et donc, on a fait une transformation en 2008, et puis on a accompagné d'autres confrères et on en a fait une activité à part entière. Et donc, cette activité se décline en trois piliers, on va dire. Une partie conseil et accompagnement sur comment se transformer ou aller plus loin dans le modèle. L'intégration d'outils, que ce soit des outils comme Cassia, Autotask, Codeworks ou BrightGauge, et le démarrage d'une communauté MSP. Donc on verra plus à la fin de ce webinaire, notamment par rapport à un événement. Et donc on s'adresse principalement aux prestataires informatiques sur un territoire national. Donc en 2008, on est devenu le premier MSP français qui a été repris dans des classements comme MSP Mentor 500 et 250 qui classent les MSP au niveau international et les experts. On fait partie, Thomas, il est peut-être un peu trop un pour en parler, mais je le dis. Voilà, et puis vous avez toutes notre site web, notre blog notamment, où on se retrouve tous les webinaires, les articles que nous sommes en train de réaliser en ce moment. Donc sur les solutions, dès qu'on parle de MSP, il y a des mots-clés qui ressortent. Hein. Automatisation, sortir de je fais les choses à la main, industrialisation, optimisation, rendre des services additionnels qui peuvent être assez difficiles certaines fois quand on a une équipe restreinte. Et surtout être dans une démarche de se professionnaliser, de redonner de la visibilité à son client. Et donc sachez qu'il y a tout un écosystème de solutions. Nous avons sélectionné dans l'écosystème MSP, donc comme Autotask,
la CIA, pour la partie à la fois gestion de parc automatisé, industrialisé, mais aussi ERP du MSP, la partie gestion et gestion des hommes. Et puis pour la partie reporting, pilotage BrightGauge et CodeWorks pour la partie devis. Donc CodeWorks, fait un webinar, est un outil qui permet de faciliter la partie devis pour justement raccourcir bah, l'étape entre je propose quelque chose à mon client et je le fais signer. Voilà un petit peu un peu plus d'informations sur ce qu'on fait et notamment les solutions technologiques que nous avons sélectionnées. Je vais passer la main à Thomas. Ben, merci. Hop, je vais passer le présentateur. Tac. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien Oui, mon écran? ouais, super. Formidable. Ok, donc bah déjà quand on veut faire un business plan, il faut déjà se préparer un petit peu, il faut rassembler un certain nombre d'infos et il faut surtout regarder un petit coup dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette année et avec quoi on arrive justement en cette fin d'année. Euh, alors il y a des choses qui vont être assez... le process global quand on veut préparer son business plan, c'est déjà donc de s'y préparer, évaluer votre situation actuelle, faire le plan lui-même, avoir des visions, définir des objectifs et après voir comment vous allez pouvoir l'implémenter à travers des plans d'action trimestriels et puis ça va avoir donné du rythme, impulser un rythme de suivi dans vos actions et avoir des gens derrière qui sont ce qu'on dit souvent en anglais accountable, c'est-à-dire avoir des gens qui soient responsables des actions qu'ils ont à faire. Donc ça c'est le process global. Donc en termes de préparation, la première chose à faire, c'est déjà d'analyser un peu vos résultats, simplement financiers. Donc projetez-vous à la fin, on est presque à la fin de l'année, donc voilà, projetez-vous au 31 décembre. Et déjà faire une analyse de votre chiffre d'affaires et de faire une analyse par catégorie, voir entre ce qui va être lié à de la distribution, du service managé, etc. Donc avoir les grandes rubriques. Et pour chaque rubrique, savoir quel est le niveau de marge pour chaque catégorie d'activité, votre rentabilité globale, votre bilan, faire un point sur votre trésorerie, regarder un peu les différents ratios financiers associés. Et après, une notion qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce qu'on appelle le point d'équilibre, ou en anglais, ce qu'on appelle le MSP Turning Point. C'est comme vous êtes dans une logique de revenus récurrents, c'est à quel moment est-ce que vos revenus récurrents mensuels vont couvrir l'intégralité de vos charges. Donc et du coup, c'est à quel montant de revenus mensuels il faut que j'arrive pour que chaque mois, toutes mes charges soient déjà payées par mon chiffre récurrent. Donc Donc ça, pour la c'est un bon partie, objectif à avoir. pour rebondir sur ce que tu disais, la partie catégorie, qu'est-ce qui est du négoce, qu'est-ce qui est du service que je vends en bloc d'heures, qu'est-ce qu'on va y venir, qu'est-ce qui est le service récurrent, etc., etc. Pour regarder un petit peu vraiment qu'est-ce qui valorise l'entreprise et ce qui est vraiment dépendant du savoir-faire de l'entreprise. Tout à fait. Après, si vous avez eu des résiliations dans l'année, regardez, mettez un peu la loupe dessus. Regardez quels sont les montants que vous avez perdus et quelle est la cause. Pourquoi est-ce que vous avez perdu ces clients-là? Et voir si éventuellement il n'y a pas effectivement des actions à faire. Voilà, et puis regardez votre résultat au global. Voilà, donc ça c'est des choses financières, on va dire, du classique entre guillemets. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de calculer votre chiffre d'affaires mensuel moyen actuel. Donc pour savoir en fait combien tous les mois vous allez projeter de chiffre d'affaires par mois. Et ça, il se compose de plusieurs composantes. Donc nous, il y en a 3 grandes composantes qu'on va toujours regarder
et qui sont importants de mesurer. Si vous n'avez pas le moyen de le faire aujourd'hui, il faut trouver un moyen. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle nous le RMR. Donc RMR, on va très très souvent utiliser cet acronyme dans la présentation. Donc le RMR, c'est le revenu mensuel récurrent, c'est-à-dire c'est le montant de service que vous avez en récurrent tous les mois. Service manager. Après, on a le revenu non récurrent, mais de service. Donc là, dans ce cas-là, on fait une moyenne pour arriver sur un chiffre mensuel de revenus non récurrents que vous avez. Donc c'est tout ce qui est lié à des projets, des choses que vous faites en plus pour les clients, soit des clients qui ne sont pas en contrat récurrent, ou des projets que vous faites chez des clients qui ont un contrat récurrent mais qui sont en plus. Et après, on va aussi donc lisser la moyenne de votre négoce de distribution. Voilà. On ramène tout ça au mois et de tout ça, ça va vous donner votre chiffre d'affaires mensuel actuel moyen. Donc, on va nous très souvent raisonner au mois plus qu'à l'année. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va venir calculer ce montant-là, qui va vous permettre derrière de faire des projections. Après, on va regarder des ratios qu'on va regarder par rapport à vos nombres d'employés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez classique qui se fait. C'est quel est le chiffre d'affaires annuel par employé. Et on va en regarder un deuxième qui est le chiffre d'affaires annuel par technicien. Donc c'est vraiment la partie production. Voilà, donc ça c'est deux ratios à suivre. Donc après on va venir creuser dans votre chiffre d'affaires pour vraiment voir comment est-ce qu'il est constitué par rapport à votre base client. Donc on a parlé de revenus mensuels récurrents. Donc il faut quelque part lister, je vous montrerai un tableau un peu après, lister tous vos clients, tous les contrats que vous avez en revenus récurrents. Et pour chaque client, indiquer quel est le revenu mensuel récurrent chez ce client-là et combien il y a d'utilisateurs chez ce client. Et une fois que vous avez listé tous vos clients avec toutes ces données, vous allez avoir deux indicateurs qui sont le revenu mensuel récurrent moyen par client et un autre indicateur que nous on va regarder aussi de façon très attentive, c'est le revenu mensuel par utilisateur en moyenne. Donc ça, en fait, c'est un ratio qui est très intéressant parce qu'il permet de comparer deux prestataires entre eux. C'est-à-dire qu'on prend directement le revenu récurrent et on le divise par le nombre d'utilisateurs sans se soucier du nombre de serveurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être facilement transposable pour pouvoir comparer ce ratio-là. Et on va regarder justement combien est-ce qu'on est par utilisateur en moyenne. Et donc ça, on va le faire au global. Donc pour savoir au global à combien vous êtes en moyenne par utilisateur, donc ça peut être à 40, 50, 60, 70 euros, et faire ce même calcul par client pour voir du coup comment se situe chaque client par rapport à leur taille et ce que vous génère comme chiffre d'affaires. On a une question. Pourquoi vous parlez autant pourquoi c'est important de regarder le revenu récurrent? En fait, c'est la base du MSP, c'est le revenu récurrent. C'est ça qui vraiment vous donne les moyens de vous développer, puis qui va vous assurer une grosse pérennité. Alors c'est vrai qu'on en a déjà très souvent parlé, mais c'est un peu l'ADN du MSP, c'est de réussir à créer une grosse base de revenus récurrents qui va vraiment pérenniser votre activité, valoriser votre entreprise, et vous donner aussi les moyens d'assurer de vous développer et d'assurer un service de bonne qualité. Pour rappel, en fait, le MSP, donc c'est quelqu'un qui va forfaitiser, automatiser son service, qui va avoir des contrats éventuellement à l'utilisateur ou au device au mois le mois. Et donc c'est vraiment le business model de départ du MSP qui va packager à la fois des ingrédients technologiques, mais aussi son savoir-faire et ses bonnes pratiques et son service au travers de ce forfait-là récurrent. Voilà. Après, on a un indicateur qu'on va regarder aussi, c'est quel est le revenu
non récurrents générés par vos clients récurrents. Parce qu'en fait, un client en service manager qui est bien suivi, bien conseillé, chez qui vous faites bien votre travail, il va naturellement vous générer du revenu en plus, qui est non récurrent. Donc il peut être des projets, des installations, etc. Donc on va aussi venir regarder quel est ce chiffre-là de revenus non récurrents chez les clients récurrents. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de revenus non récurrents chez un client récurrent, c'est que quelque part vous faites mal votre travail ou vous ne le suivez pas bien. Il faut vite aller le voir ou aller le voir plus souvent. Okay. Donc après, on va venir regarder un peu ça plus en détail. Donc on va évaluer les sources de revenus récurrents. Donc pour ça, on va classer. Donc quand vous avez fait votre tableau avec la liste de vos clients, avec leur nombre de revenus récurrents, on va les classer entre des gros clients. Donc nous, on considère que c'est à plus de 5000 euros, mais c'est des chiffres indicatifs, hein, vous pouvez les changer. Hein. Si pour vous c'est un gros client, c'est au-delà de 3000, mettez 3000. Après, on va avoir ce qu'on appelle nous les clients idéaux. C'est ceux qui sont ni trop gros ni trop petits, qui sont dans la bonne fourchette. Donc voilà, pour nous, c'est entre 1000 et 5000 euros par mois. Et après, on a tout ce qui est petits clients, à moins de 1000 euros, ceux qui sont à 500, 300 euros par mois. Et donc, à partir de ces trois grandes catégories, vous allez pouvoir classer vos clients et savoir la répartition de votre chiffre d'affaires entre les gros clients, les clients idéaux et les petits clients. Donc, vous faites en valeur et en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Voilà, pour voir si vous n'avez pas justement trop de petits clients ou trop de gros clients. Donc, il faut regarder en chiffres et puis en nombre aussi. Parce que par exemple, vous avez peut-être, je peux dire une bêtise, mais si vous avez 50 petits clients, mais qui représentent 15% de votre chiffre d'affaires, bon, je pense qu'il faut probablement faire un peu de ménage. Voilà. Ou au contraire, si vous avez un gros client qui représente, si vous avez deux gros clients qui représentent 60% de votre chiffre d'affaires, il y a un risque aussi de fragilité. Euh, donc en fait, justement, c'est un peu ça. Euh, Pourquoi est-ce qu'un gros client peut être bien ou pas? Mais les risques d'avoir des gros clients, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit juste avant, il peut représenter une grosse part de votre chiffre d'affaires. Donc quelque part, s'il devient trop lourd, c'est un peu risqué. Il a trop de poids chez vous. Quand on parle de gros clients, hein, nous, c'est des gens qui sont allés 100 postes et au-delà, quoi. Souvent, on va avoir une plus grosse complexité technique que sur des clients de taille plus réduite. Donc des clients qui ont 100 à 50 postes, tout de suite vous allez retrouver du SAN, des serveurs par dizaines, des technologies que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc il faut quand même être prudent avant de prendre un gros client. Vous pouvez vous retrouver face à des, des complexités techniques qui peuvent vous dépasser ou que vous ne maîtrisez pas. Hein. Donc c'est toujours un risque d'aller sur un client sur lequel il y a des technologies qui ne sont pas dans vos compétences de base. Et puis un gros client, ça peut devenir très bruyant. C'est-à-dire que quand vous avez, si vous êtes par exemple en support illimité sur un client avec 200 utilisateurs, voilà, ça peut faire du bruit si vous n'arrivez pas à le maîtriser. Voilà. Donc un grand client, ça peut être à la fois une opportunité et un risque. Quand vous voyez un gros client qui arrive dans VoIP, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Parce que vous pouvez aussi bien faire vous développer, avoir quelque chose qui soit très 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 bénéfique pour vous, mais vous pouvez aussi planter la boîte, comme on dit. Voilà. Et après les petits clients, donc ça on rencontre beaucoup de prestataires qui aiment bien avoir plein de petits clients. Alors il faut savoir qu'en fait un client quelque part il a toujours un coût de base. Euh, Avoir un client, il y a un coût parce qu'il faut stocker sa documentation, il faut le facturer, etc. Et donc il faut quand même y aller de temps en temps. Donc avoir un client, ça a un coût, juste d'avoir un client. Donc plus le, le revenu que vous génère un client est bas, et moins vous allez pouvoir amortir ce coût de base. Donc il faut quand même
essayer de limiter, de chercher à augmenter un peu la taille des petits clients. Parce que plus vous avez de petits clients, plus vous allez diminuer un peu vos différents ratios et vous allez baisser un indicateur que nous on regarde, c'est le revenu mensuel moyen par client. Donc si vous avez 20 clients de 5 postes par exemple, votre revenu moyen va être beaucoup plus bas que si vous en avez 10 de 10 postes. Voilà. Et ça coûte beaucoup moins cher d'opérer 10 clients de 10 postes que 20 de 5 postes. Et après, un risque aussi souvent sur les petits clients, c'est que la perception qu'ils ont de l'informatique et de la valeur ajoutée qu'elle a n'est pas forcément la même que sur des sociétés qui sont un petit peu plus importantes et qui ont compris l'importance stratégique et la valeur qu'ils donnent à l'informatique. Voilà pour les clients. Des choses à rajouter, Frédéric, peut-être? Ouais, donc on parle aussi dans le cadre du mode MSP, c'est-à-dire que j'ai une offre forfaitaire et que je vais adapter à la taille du client. Et donc souvent on nous pose des questions, mais est-ce que, je sais pas, un client de 5 postes, faut le prendre? Vous pouvez définir un minimum de facturation pour justement couvrir ce coût de base. Hmm. Mais après, peut-être que vous êtes dans un autre modèle qui vous convient. Mais dans le modèle MSP, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à mettre un minimum de facturation, essayer de grossir la taille des clients moyens. Hmm. Ouais, ouais. Il faut essayer de toujours chercher à avoir des clients un petit peu plus gros. Voilà. Sans chercher à avoir des gros, mais ce qu'on va appeler la bonne taille, ça peut être entre 10 et 50 par exemple. Hein. Nous, ce qu'on observe, voilà, 10-50, c'est une bonne taille parce qu'ils ont déjà euh, une bonne dépendance à l'informatique, ils ont quand même un minimum de moyens, ils n'ont pas une complexité qui est trop grosse, et puis c'est des clients que vous pouvez arriver à très très bien maîtriser si vous les suivez bien. Ouais. Et souvent, ils n'ont pas de ressources informatiques en interne, donc du coup, vous êtes capable de leur vendre un maximum de choses, puisque vous allez jouer le rôle de département informatique, on va dire mutualisé pour ces gens-là. Et c'est quand même le paysage français, hein, c'est cette taille de société-là. Il y a moyen d'aller en sourcer via chambre de commerce ou autre. Ok. Donc maintenant, pour regarder un petit peu plus client par client, hein, s'ils sont intéressants ou pas. Si on regarde le début, en fait, vous avez listé vos clients dans votre tableau, vous avez mis le revenu mensuel récurrent pour chacun de ces clients. Donc là, j'ai mis des exemples. Et le nombre d'utilisateurs qu'il y a chez ce client-là. Donc là, par exemple, 6 utilisateurs, 20, 60, etc. Et de là, on va en déduire, parce que là j'ai mis le PMPU, c'est le prix moyen par utilisateur. C'est-à-dire que je viens diviser le revenu récurrent par le nombre d'utilisateurs. Donc là j'ai 800 divisé par 6, ça me fait 133. Et donc ça, déjà, ça va me donner un indicateur sur chaque client, combien est-ce qu'il paye en moyenne. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment très important à faire et que je vous encourage à faire. C'est déjà de regarder sur votre base installée à combien est-ce que chaque client est en moyenne par utilisateur. Et du coup, bien sûr, en bas, la moyenne globale entre le revenu mensuel récurrent, le nombre d'utilisateurs moyens et le prix mensuel par utilisateur moyen. Donc vous allez avoir votre moyenne et puis vous allez savoir ceux qui sont au-dessus ou en dessous. Et puis par exemple, vous pouvez voir que là, par exemple, celui qui est le 4, euh, il est bien inférieur à 56 euros. Vous êtes quelque part un peu trop bas. Et après, pour regarder un peu de façon rapide la rentabilité du client, on vient regarder combien d'heures de support ils vont générer. Alors ça, c'est un chiffre mensuel, mais ne le prenez pas sur le dernier mois, faites sur 3 mois ou 6 mois, puis vous faites la moyenne mensuelle ou à l'année même, peu importe. Euh, donc là, vous allez mesurer combien d'heures de support il vous occupe euh, par mois, en moyenne. Donc là, par exemple, 4 heures, etc. Et on va faire un calcul qui est un peu bête, mais c'est de se dire, ok, si le client paye 800 euros et qu'il a dépensé 4 heures, à combien est-ce que ça équivaudrait que je lui vends mon heure de support? Voilà, donc là par exemple on voit que le premier il a 200, 100, 90, mais par exemple on voit que celui qui était à 280 euros, le 4, avec seulement 5 utilisateurs, mais en fait il m'appelle assez souvent, il me pompe 8 heures de support en moyenne par mois. En fait c'est comme si je lui vendais à 35 euros de l'heure par rapport à ce qu'il me paye. Alors que par exemple celui qui était un peu beaucoup, le premier là qui est à 800,
Là, bah, lui, il paye assez cher et il m'appelle quand même assez peu. Et en fait, du coup, là, je suis bien, bien meilleur en termes de rentabilité. Donc, déjà, ça va vous permettre. Donc, c'est pas forcément parce que le prix moyen peut être éventuellement faible ou pas. Par exemple, on peut voir le 5. On a un prix moyen qui est à 83, voilà, qui est à peu près dans la moyenne. Mais par contre, il appelle relativement peu. Et du coup, vous êtes sur un taux horaire qui est assez fort. Donc, le taux horaire, hein, plus il est élevé, mieux c'est. Voilà. Donc, vous allez surtout essayer de voir ceux qui sont un peu plus bas. Voilà. Petite analyse sur votre activité commerciale. Donc déjà, regardez tous les nouveaux clients que vous avez eu dans l'année en revenus récurrents. Donc combien est-ce que vous avez en fait gagné de revenus récurrents? Et sur ce nouveau revenu-là, faire un petit calcul du revenu moyen récurrent euh, par client et le prix moyen par utilisateur moyen aussi sur ces clients-là. Donc le même exercice qu'on a fait. Euh, sur tous vos nouveaux clients, il faut essayer de trouver quelle est la source. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? C'est de la prospection sédentaire, du marketing, du réseautage, etc. Donc quelque part pour quantifier un peu le ROI de vos différentes actions que vous pouvez faire en termes de marketing. Il faut mesurer le nombre de nouveaux rendez-vous commerciaux. Donc c'est des personnes que vous avez été voir pour la première fois. Combien est-ce que vous avez pu faire de rendez-vous avec des prospects? Le quantifier sur l'année. Et derrière, du coup, vous allez pouvoir en déduire votre taux de closing, c'est-à-dire sur le combien de nouveaux prospects j'ai été visiter, combien il y en a qui ont pu se concrétiser euh, en opportunité commerciale. Et puis derrière, bah, c'est aussi évaluer un peu votre équipe commerciale, hein, comment est-ce qu'elle est structurée, est-ce que vous avez les bonnes personnes à la bonne place. Voilà. Ce qui est intéressant, Peut-être un... c'est de, en fait, c'est des fois de prendre du recul un petit peu sur d'où viennent les nouveaux clients, et aussi quelles sont les sources qui fonctionnent et d'autres qui pourraient être amenées à mieux fonctionner. Donc, prospection sédentaire, marketing, on appelle nous ce qu'on appelle des centres d'influence, les gens qui sont pas forcément dans le même métier, mais qui attaquent la même cible et que vous animez. Les références de vos clients, des gens qui vous introduisent auprès de gens de leur réseau. Et puis aussi de se dire, bah tiens, combien il me faut de nouveaux rendez-vous pour générer une affaire. Et je me dis, voilà, si l'année, je me fixe tel objectif, est-ce que je suis capable aujourd'hui, avec l'équipe commerciale que j'ai, de les atteindre et que ça soit pas des objectifs vains. Alors la bonne pratique sur l'équipe commerciale, c'est de dédier une personne à vendre ces nouvelles offres MSP ou revenus récurrents. Quelqu'un qui va attaquer la même cible, qui va connaître le discours, qui sera capable de parler à un dirigeant et de sortir de la vente technologique pour aller vers la vente plutôt business. D'ailleurs, ça sera la thématique d'un de nos prochains webinaires. Voilà. Après, on va venir regarder, faites un petit regard sur votre équipe au sens plus large. Bon, listez déjà les différentes personnes que vous avez. Euh, et déjà un petit exercice assez simple, hein, mais c'est pour trouver la bonne personne à la bonne place. Quelque part, vous pouvez faire quelque chose de simple, c'est que vous prenez une petite pile de post-it, hein, vous mettez le nom de chaque personne sur un post-it. Sur votre tableau, vous mettez des gros blocs avec les différentes fonctions de votre entreprise, et puis vous venez repositionner les gens euh, dans les positions, voilà, pour voir s'il n'y a pas de problèmes, de choses qui ne sont pas forcément adéquates, ou s'il n'y a pas des gens qui seraient mieux placés à un autre endroit. Et regardez aussi en termes de responsabilité si vous avez bien pour chaque fonction dans votre entreprise quelqu'un qui est responsable de ça, voir s'il n'y a pas des manques. Et on va aussi essayer d'éviter. Donc on va regarder s'il y a des places libres, entre guillemets, et aussi des endroits où il y a des gens qui ont plusieurs casquettes. Donc c'est pareil, plus quelqu'un va avoir différentes casquettes, et ben plus ça va se disperser. Et puis et aussi si vous avez plusieurs personnes dans la même chaise, c'est pareil. Donc
Il faut quand même essayer de structurer de façon un peu plus fluide, un peu plus simple, simplifier les organisations et que chacun ait un spectre qui soit bien clair et bien défini, avec donc les bonnes personnes à la bonne place. Sur votre équipe, vérifiez un peu qu'ils sont en adéquation avec votre culture, avec la façon de travailler, avec les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui n'est pas aligné avec ce que vous voulez faire ou votre façon de travailler, etc., c'est assez problématique. Et c'est généralement pas des choses qui sont très pérennes et c'est des gens qui vont donner quand même quelque part une mauvaise énergie dans la société et qui sont généralement des freins assez forts Mm. à votre développement. Ça, c'est intéressant de prendre le recul sur l'organisation, de se dire qu'est-ce que j'ai besoin comme organisation cible, et après, je vais vers les gens et voir comment je peux orienter tout ça, mais pas partir des personnes que j'ai pour aller vers mon besoin. C'est vraiment partir du besoin du plus grand ensemble qu'est l'entreprise et après voir avec les équipes qui pourrait répondre au mieux à cette organisation. Et l'adéquation de la culture est un point très 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 important. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans l'entreprise des gens ultra compétentes, mais qui font plus de bruit négatif pardon, dans l'attitude parce que pas en contradiction avec la vision, avec ce que vous avez envie de faire, avec votre état d'esprit. Donc on a plutôt tendance à recommander d'aller vers des gens qui sont dans la culture et de les former pour devenir compétents plutôt que l'inverse. Et c'est souvent la solution de facilité. La personne est super compétente, on sent bien qu'en termes de culture, d'attitude, on parle vraiment d'attitude, ça fonctionne un peu moins bien. Et un petit outil que nous on utilise pour faire des évaluations d'équipe, on fait quelque chose de très simple avec des notes entre 1 et 4 sur 3 critères. Premier critère, c'est la performance. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont autonomes? Est-ce qu'ils sont fiables? Voilà, performance dans le travail. Le deuxième critère, c'est l'adéquation, l'attitude, l'adéquation valeur à l'entreprise. Est-ce que c'est un bon fit pour la société? Et le troisième critère, c'est les compétences. Voilà. Est-ce qu'ils ont les bonnes compétences techniques pour le travail sur lequel ils sont? Voilà. Donc on vient regarder ces 3 critères-là. Vous leur mettez sur chacun une petite note entre 1 et 4. Vous faites le total. Et vous le faites pour chaque personne de votre équipe. Ça va vous donner déjà quelques indications. Voilà. Bon, je rentre pas spécialement plus dans le sujet, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais voilà. La RH, c'est toujours un point assez important pour venir atteindre vos objectifs. Ok, donc maintenant pour rentrer un peu plus dans la partie business plan, euh, on peut le regarder à différents plans, mais ce qui est important, c'est déjà d'un peu de partir de la vision. Bon, tout le monde n'a pas forcément cette vision à 10 ans de où est-ce que sera ma société, mais c'est quand même bien d'essayer de se projeter de façon assez loin, où est-ce que vous voulez être aussi en termes personnels, comment vous vous voyez. Est-ce que vous voulez créer une multinationale avec des agences dans toute la France, ou vous voulez garder une petite entreprise à taille humaine? Est-ce que vous voulez développer pour revendre? Voilà, tout ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre, savoir où est-ce que vous voulez aller, vous. Et à partir de là, avoir des objectifs à 3 ans euh, sur la direction que vous voulez faire prendre à la société. Et du coup, pouvoir déduire un plan annuel pour aller vers cette direction à 3 ans. Et ce plan annuel, une fois qu'il est fait, on va pouvoir le décliner au trimestre dans des plans d'action qui sont beaucoup plus dans l'opérationnel, et de dire comment est-ce que je vais pouvoir aller vers cet objectif que je me suis fixé à 1 an. Voilà. Donc après, là c'est un peu juste un petit schéma d'exemple, mais c'est toute une question d'échelle. C'est-à-dire que euh, quelque part, si on veut atteindre quelque chose à 10 ans, qui est peut-être de gagner, je sais pas, 300 millions, 3 millions, plus je vais venir descendre et plus je vais aller sur des chiffres simples. Donc par exemple, si je veux 3 millions dans 3 ans, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 670 chaque année, soit 98 par trimestre. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à gagner 32 000 euros de revenus mensuels récurrents. Et pour y arriver, il faut que je gagne 2 700 euros de revenus récurrents par mois. Et pour faire ça, il faut que je fasse 2 rendez-vous commerciaux chaque semaine. Voilà.
Donc après, quelque part, c'est venir resubdiviser pour arriver sur des choses qui soient très simples et qui soient des choses très opérationnelles. Oui, il faut que chaque semaine, vous ayez un ou deux rendez-vous commerciaux pour pouvoir justement atteindre vos objectifs de nouveaux contrats, de nouveaux revenus récurrents qui, quelque part, derrière, dans le temps, vous permettront d'atteindre l'objectif final. Donc on va regarder déjà l'objectif à 3 ans. Donc vous pouvez partir sur un objectif de chiffre d'affaires ou sur un objectif de résultat. Après, vous devez, là j'ai mis à 5%, mais on peut faire. Non, j'ai dû mettre 10% d'ailleurs. Une petite erreur. L'objectif de chiffre d'affaires à 3 ans. De là, on va en déduire l'objectif de revenu mensuel récurrent que vous aurez. Alors nous, on a mis un ratio de 70%. C'est assez élevé, hein, mais après, on peut mettre d'autres ratios. Mais du coup, il faut quand même en déduire quel est le revenu récurrent annuel que vous allez avoir. Et du coup, on vient le ramener au mois. C'est-à-dire que si je veux avoir 780 000 de revenus récurrents à l'année, il faut que j'ai 65 000 euros mensuels de revenus récurrents à 3 ans. C'est-à-dire que tous les ans, il faut que je gagne 21 000 euros de revenus récurrents mensuels, soit il faut que 1800 euros de nouveaux revenus récurrents chaque mois. Voilà. Et après, ça, du coup, après avec mes ratios commerciaux, je vais pouvoir en définir combien est-ce qu'il faut que je fasse de rendez-vous, ou combien il faut que je gagne de nouveaux clients, de nouveaux contrats pour arriver à ça. Et c'est là aussi que derrière, on mettait un peu l'accent sur la taille des clients. C'est vrai que par exemple, si vous avez un objectif d'avoir 1800 euros de revenus récurrents supplémentaires, si votre chiffre par client moyen il est de 900 euros, c'est 2 clients. Alors que si c'est 4 ou 500, c'est 4 clients. Et l'effort pour gagner 4 clients, il est beaucoup plus fort que d'en gagner 2. C'est pour ça que plus vous allez pouvoir grossir un petit peu la taille des clients moyens, et plus ça va vous faciliter derrière en termes de développement. Après, maintenant, si on se reprojette à 1 an, donc là, on va comparer où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, par exemple, on peut dire aujourd'hui, je suis à 45 000 euros mensuels. Et quel est mon objectif à 1 an, à la fin de l'année. Donc, si je veux gagner du coup 20 000 euros de revenus mensuels récurrents supplémentaires. Voilà. Donc là, je vais définir aussi quel est mon revenu moyen, mensuel récurrent moyen aujourd'hui, peut-être de 800. Et je me fixe de le faire augmenter un petit peu à 1000. Et pareil sur mon prix moyen par utilisateur. Là, j'ai mon actuel et je vais aussi me définir un objectif à la fin de l'année de le faire augmenter. Voilà. Et je vais faire pareil sur la partie rentabilité. La part du revenu récurrent. Donc ça, c'est quel est dans mon chiffre d'affaires le pourcentage qui est du revenu récurrent de service. Donc là, je suis à 50, je vais peut-être essayer de monter à 60. Voilà. Et les deux autres ratios que je vous avais parlé au début, qui est le chiffre d'affaires de service par employé et par technicien. Donc là aussi, c'est des ratios à regarder et sur lesquels vous pouvez vous fixer des objectifs. Et quelque part, c'est directement lié à votre efficacité, rentabilité, industrialisation. C'est sûr que plus vous allez optimiser votre organisation, etc., et plus ce ratio-là va pouvoir augmenter. Et donc après, derrière ça, on va pouvoir se lister 5 actions ou 5 grandes initiatives à faire cette année pour atteindre ces objectifs. Donc des choses quand même d'assez haut niveau, un petit peu mettre en place une machine marketing, restructurer mon service technique, embaucher un commercial terrain, voilà vraiment des grandes lignes du plan sur l'année. Maintenant, on va se replonger sur le trimestre, donc ce qui est directement ce qui arrive tout de suite.
Donc là, eh ben, effectivement, donc là, je vais juste regarder plus sur la partie revenus récurrents. Donc là, je suis peut-être aujourd'hui à 45 000 et je me fixe un objectif à la fin du trimestre, donc à 3 mois, d'avoir gagné par exemple 5 000 euros de revenus récurrents supplémentaires. Et je vais le faire aussi sur la partie revenus non récurrents, donc projet, et sur la partie distribution. Donc quelque chose qui sont beaucoup plus simples à suivre au jour le jour. Et donc après, bah, comment est-ce que je fais pour avoir 5 000 euros de revenus mensuels récurrents en plus à la fin du trimestre? Bah, ça veut dire qu'il faut que si j'ai 1 000 euros de valeur moyenne de contrat, bah, il me faut 5 contrats supplémentaires, 5 nouveaux clients. Et bah, si j'ai un closing de 20%, bah, il me faut 25, il faut que je fasse 25 rendez-vous commerciaux dans le trimestre pour y arriver. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Frédéric, là-dessus? Non, c'est ce que je disais, hein, ça permet de se dire, voilà, est-ce que je suis capable d'aller chercher ces 25 rendez-vous commerciaux avec mon équipe actuelle et de voir en fonction de mon taux de closing euh, ce que je suis capable de générer comme revenu mensuel récurrent. Après, l'analyse du closing elle est intéressante, savoir est-ce que j'ai un problème parce que je parle pas assez de dirigeants quand j'essaie de prendre rendez-vous avec eux, est-ce que j'ai pas assez de nombre d'appels, est-ce que je me focalise sur la mauvaise cible qui me donne un taux de closing trop bas. Ça, c'est quelque part une prise de recul intéressante à avoir pour l'année qui arrive. Ok. Et là, du coup, de la même façon, on va se fixer un plan d'action trimestriel où là, on va pouvoir bah, définir des actions très concrètes de choses à faire sur le trimestre, justement pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ça peut être, bah, je vais optimiser les process dans mon équipe de support. Bah, je vais mettre en place une réunion commerciale hebdomadaire justement pour pouvoir suivre de façon beaucoup plus régulière mes commerciaux, où est-ce qu'ils en sont sur leurs opportunités, etc. Peut-être que je vais me donner comme objectif de retourner voir tous mes clients pour vérifier si pour aller les suivre, mieux les conseiller et peut-être derrière générer des nouvelles opportunités de projets. Voilà. Donc c'est des exemples, mais listez-en 5. Faut pas en faire trop parce que de toute façon vous n'aurez pas le temps de tout faire. Donc l'idée c'est vraiment de se focaliser sur un certain nombre d'actions entre 3 et 5. Hein. Ça peut être juste 3 choses, mais il faut mieux faire 3 choses bien que 10 et puis ne pas en faire la moitié. Mais des choses qui vont toujours dans le sens de ce qu'on avait vu sur le plan annuel. Donc après on va passer sur la partie prévisionnelle. Donc sur la partie prévisionnelle, ça va permettre de faire des objectifs détaillés sur 2015. Donc déjà, on a un objectif de chiffre d'affaires, donc faites la projection mois par mois euh, de ce chiffre d'affaires. Combien ça va faire en janvier, en février, etc. En fonction des nouveaux clients que vous allez gagner. Associez-y bah, les charges, hein, du coup les dépenses. Pareil, en mois par mois. Et du coup, on peut en déduire le résultat que vous allez avoir mois par mois. Et quelque part aussi en fonction de l'évolution de votre chiffre. Hein, vous avez des ratios en fonction du nombre d'employés, de techniciens que vous avez. Vous allez pouvoir aussi dire à quel moment est-ce qu'il faut que je rajoute des employés pour venir supporter mon développement. Ouais, parce que vous êtes capable de Voilà. voir c'est Quelques quoi petits... mon revenu, pardon, pour rajouter, vous êtes capable de voir quel revenu, quel chiffre d'affaires génère par rapport au nombre d'utilisateurs. Si en moyenne je me cible sur X utilisateurs par société, ça me permet de faire rapidement ma projection de chiffre d'affaires et par rapport au ratio qu'on a vu ensemble, voilà, j'ai tant d'équipes qui sont capables de gérer tant de clients. Ça me permet de après lisser l'évolution du nombre d'employés dans mon prévisionnel. Hmm. Voilà. Et pour rentrer un peu plus dans le détail des ratios d'employés, alors ceux qui nous connaissent un peu, on savent qu'on travaille avec 4-5 grands blocs dans l'organisation des sociétés. Donc il y a la partie vraiment support, service desk, desk. Donc là, on conseille à peu près une personne pour 25 000 euros de revenus mensuels récurrents. Si j'ai 100 000 de mensuels, j'ai un helpdesk de 4 personnes à plein temps. L'administration réseau,
plutôt des choses qui sont sur site chez les clients. Donc là, il me faut un administrateur pour 20 clients. La partie service centralisé, donc c'est tout ce qui est lié au RMM, l'exploitation des patchs, la supervision. Donc là, on est sur un effet de levier assez fort parce qu'une personne peut gérer un parc assez large. J'ai mis un pour 2500, mais ça peut être, c'est indicatif, mais ça peut être plus. La partie conseil, des SI externes pour mes clients. Donc là, une personne peut gérer 40 clients. Et après, sur la partie projet, là, c'est comme on est au temps passé, c'est une personne génère à peu près 12 000 euros de chiffre d'affaires. Après, ça varie un petit peu en fonction de votre taux journalier. Ça. Voilà, c'est quelques grands ratios indicatifs. On peut faire mieux. Sur la partie implémentation, on a revu un peu les différents steps, vision, objectif, plan, action. Donc en fait, on va venir aller de plus en plus dans la granularité pour que l'implémentation supporte le business plan. Voilà. Donc la vision, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment les objectifs personnels, la vision que vous avez sur votre société, les grandes valeurs que vous avez, la culture que vous voulez intégrer au sein de l'entreprise. Voilà. Et après, l'objectif à 3 ans, c'est ce qui va vous donner un peu le guide sur les 3 années à venir. On est sur du moyen terme et on va vraiment identifier les grands travaux qu'on veut faire, vers quoi est-ce qu'on veut amener la société. Sur la partie vision, juste, excuse-moi Thomas, Ouais, des fois quand on discute avec des prestataires qu'on rencontre, oui, bon, ok, vision à 10 ans, des bien grands mots, etc. Mais quelque part, c'est du flan tout ça. Euh, ça dépend comment on le voit. Quelque part, et surtout dans les gens que vous allez embaucher, notamment on parle beaucoup de la génération Y, euh, ces gens-là ont besoin d'avoir du sens de vers où on va. En fait, c'est la question vers où on va. Alors cette question, quelle est la vision de mon entreprise, elle ne se répond pas en une journée, on la définit pas, on la laisse mûrir. Et on se dit, tiens, si je devais aller faire des choses nouvelles, prévoir des choses dans le futur, commencer à s'en imprégner pour que ça vienne transpirer dans votre discours, et pas uniquement quand vous embauchez quelqu'un, bah ici, voilà, je suis prestataire informatique. Non, j'ai envie de faire ça. J'ai comme idée de lancer de nouvelles choses. Je me suis aperçu qu'il y avait un manque là-dessus, donc j'ai envie d'y répondre et que je me dis que dans 2, 3 ans, si on pouvait y arriver, ça serait bien. Donc c'est quelque part une sorte de question qu'on se pose quand on est un petit peu tranquille, on a un moment pour soi et quelque part qui mûrit avec vous et qui donne du sens dans votre discours. Et ça n'a pas besoin d'être très 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 précis. Et en général, ça évolue avec le temps. Forcément, la vision qu'on avait il y a 2 ans, c'est pas la vision qu'on a aujourd'hui puisqu'on a capté de nouvelles informations, des changements dans le marché. On a envie de nouvelles choses aussi. Et le dirigeant, c'est le capitaine, donc c'est lui qui doit fixer le cap. C'est pas une tâche facile quelque part. Mais vous verrez que quand vous avez créé votre entreprise, vous l'avez créée pour une bonne raison. Eh ben, connectez-vous à ça pour le diffuser à vos équipes. Ça leur mettra parce qu'on observe beaucoup d'entrain, de motivation, et ça va aligner tout le monde en fait, puisque quand il y a un seul cap et qu'on le connaît, eh ben, on sait vers quoi on doit aller. Pardon Thomas, j'ai fait une petite incursion, mais je trouvais que c'était intéressant. Merci. Ok. Et après, donc on vient partir sur le plan annuel qui va être vraiment là sur l'année, les prévisions, les actions clés pour cette année avec les objectifs pour l'entreprise et qu'on va pouvoir repasser au niveau du quarter, du trimestre, pour que ce plan-là devienne vraiment des actions qui soient très concrètes et qu'on sache exactement ce qu'on a à faire. Donc voilà, et se définir les grandes priorités. Chaque trimestre, se définir des grandes priorités, 2, 3, 4, pas 50. Savoir ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas. Il vaut mieux savoir ce qu'on ne ferait pas et savoir ce qu'on fait qu'essayer de tout faire. Et surtout, quand on veut qu'on veut travailler sur ce que l'on va appeler l'accountability, c'est que pour chaque action que vous voulez lancer sur le trimestre, il faut qu'il y ait quelque part derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui en soit responsable et qui s'assure que ça soit réalisé. Voilà. Donc chaque action doit avoir quelque part un nom associé. Ça, je pense que c'est quelque chose, à mon avis, on pourra même faire un webinar dessus à l'occasion. C'est donner le rythme. C'est en fait tous ces plans d'action là, pour que ça soit mis en musique, il faut impulser
un rythme dans la société. Et ça se fait en structurant des points de contact entre vos équipes pour en permanence aligner les équipes et s'assurer quelque part que vous êtes toujours sur la bonne route. Donc, ouais, donc ça se structure avec un certain nombre de réunions. Alors c'est pas la réunion du Tégu hein, avec des choses où tout le monde perd son temps. C'est des choses très opérationnelles qu'on identifie à plusieurs niveaux. Donc un exercice qui est très intéressant à faire, c'est le huddle quotidien. Donc le huddle, c'est une fois par jour, toute la société ou tout un service se réunit debout pour 10 minutes environ et on rebalaye vite fait où est-ce qu'on en est, sur quoi on travaille aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé hier, est-ce qu'il y a des choses problématiques, est-ce qu'il y a des choses bloquantes, voilà, pour rapidement identifier des points de blocage, débloquer les choses et que les gens puissent s'informer et ça permet de réaligner en permanence les équipes sur ce qui se passe dans la société et que les gens ne restent pas cloisonnés dans leurs problèmes. Après, on va le décliner de façon hebdomadaire, plutôt sur une demi-heure, une heure, où là, on va refaire un point sur les objectifs, les indicateurs, les plans d'action de la semaine suivante. La même chose de façon mensuelle et de façon trimestrielle, où là, on va vraiment définir les grandes lignes, le plan d'action, etc. Ce qu'on a vu juste avant. Donc, sur ceux que ça intéresse, sur ces notions-là, je vous encourage à lire les livres de Verne Harnisch, qui sont vraiment très bien. En particulier The Rockefeller Habit, qui vient d'être réédité sous un nouveau nom qui s'appelle Scaling Up. Donc, essayez plutôt de prendre le nouveau Scaling Up. The Rockefeller Habit, je ne sais pas s'il a été traduit, peut-être. Voilà. Scaling Up n'est qu'en anglais, ça c'est sûr. Le premier, je me demande s'il n'aurait pas été traduit en français. Donc regardez sur Amazon. Voilà, très bonne lecture. Et il y a plein d'autres choses intéressantes dans ce Pour, livre-là. pour ajouter quelque chose par rapport à ça permet d'aligner les équipes, d'impulser les dynamiques, plein de choses. Ça permet aussi une chose, c'est de répondre à un besoin chez certaines personnes de vos équipes, c'est d'avoir ce qu'on appelle des contacts avec les autres. Ce qui coûte de l'argent à l'entreprise, c'est les interruptions. C'est les gens qui viennent vous voir, tiens, en fait, qui viennent poser une question. Et de manière répétée et tout au long de la journée. Tout ça, c'est un coût d'improductivité, puisque le temps de se sortir du sujet pour répondre à la personne et de se remettre sur sur ce quoi on était en train de travailler, prend du temps et génère des erreurs. Parce que se reconcentrer sur quelque chose, c'est pas si évident que ça. Dans vos équipes, il y aura des personnes qui auront besoin d'être en contact avec les autres, de juste parler, de rencontrer, qui quelque part de faire attention à ce qu'on appelle l'hygiène relationnelle, qui ont besoin de contact. Et donc ça a cette vertu-là. C'est régulièrement, elles savent, je vais pouvoir poser une question, rencontrer mes collègues, éventuellement passer un bon moment. Et ce qui va permettre de concentrer sur une courte période toutes les questions qui auraient pu être posées tout au long d'une journée. Et donc, vous allez normalement augmenter votre productivité et quelque part satisfaire les gens qui ont besoin du contact avec les autres, qui sont plutôt dans l'extraversion. Et on en a. D'autres n'en ont pas besoin, d'autres ont ce besoin-là. Ah ouais, tout à fait. Ça demande pas mal de discipline à se mettre en place, mais une fois que c'est quelque chose qui est Ouais. tenu et bien mis en place, c'est quelque chose qui est vraiment très positif. Et ben, je crois que c'était mon dernier slide, figure-toi. Donc on a encore quelques minutes si vous voulez poser des questions. Je crois pas qu'on en ait eu. Non, pas encore. On Donc était vous avez la bon. possibilité de poser vos questions directement dans le client, GoToWebinar, et on y répondra avec plaisir. T'as pas des questions, toi, Frédéric? Comment, quelque part, quelqu'un qui dit comment faire grossir le panier moyen chez son client, parce qu'on parlait de ratio, se dire, bah tiens, il y a tant de revenus récurrents chez son client, mais quand on vient du temps passé, et pas forcément du forfait, des offres MSP, comment faire? Euh, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de prestataires qui se disent, bah voilà, moi j'ai des contrats de support, j'ai des contrats de maintenance, j'ai des contrats d'intervention sur site.
Donc ça, c'est le sujet d'un autre webinaire, mais souvent on accompagne des prestataires à packager ces offres sous forme de récurrent. Et l'effet de levier dont on vous a parlé, se dire bah tiens, la personne qui gère les parcs chez moi, quelque part, qui fait énormément de choses à distance par anticipation, et ben, ça peut se faire via des outils, donc on appelle RMM, Remote Management and Monitoring, qui permet d'automatiser, d'industrialiser toutes les actions que vous allez faire sur votre parc en fait. Alors je sais pas si toi tu as quelque chose à rajouter sur le sujet, Thomas. Non, 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 non. Je crois qu'on a eu une question. Quel est le coût moyen par utilisateur en MSP? Une moyenne pour avoir un point de repère. Ah, très bonne question ça. Très bonne question. La fourchette large, on va dire, c'est entre 50 et 100 euros. Voilà, après, nous, dans le MSP qu'on opérait, on avait une moyenne aux alentours de 70, 75 pour vous donner un ordre d'idée. C'est déjà assez haut, hein, ça se fait pas en claquant des doigts, mais c'est sûr que si vous êtes à, on va dire, 15, 20, c'est quand même assez faible. Après, bon, tout dépend un peu de ce qu'on inclut hein, dans son service, mais voilà. Je dirais que déjà 50 euros, c'est une bonne base. Alors du coup, je me demande, est-ce que c'est le coût moyen, c'est le côté client dont vous parliez, Gaëtan, ou est-ce que c'est le coût pour repérer ce client-là? Non, c'est le prix de vente, ouais. Chiffre d'affaires, ok, on est d'accord. Mhm. Ok. Ouais, donc en fait, plus vous allez vers des clients qui n'ont pas forcément de responsable informatique en interne, plus vous allez leur offrir de choses, que ce soit le support, le conseil, l'intervention sur site, la gestion de la sauvegarde, l'antivirus, les patchs, etc. Plus vous allez faire grossir le coût moyen. Et donc on a souvent dit, oui, mais votre moyenne, elle est quand même haute. Moi, dans ma région, on pratique pas ce genre de prix. Oui et non, parce que dans toutes les régions qu'on a pu voir, on a fait la France entière, je peux vous garantir que il y a des coûts cachés en fait. Il y a des choses que vous peut-être vous ne revendez pas, des choses que le client achète par ailleurs, des choses qui où font concaténer un certain nombre de de contrats. Et donc là, on peut voir si on fait l'addition de tous les ingrédients, parce que dans les offres MSP, on a de la messagerie, de l'antivirus, de la sauvegarde, les logiciels que vous vendez, faites le ratio par utilisateur et déjà regardez à combien vous vendez. Parce que souvent on a une barrière psychologique par rapport à un référentiel contrat. Voilà. On avait fait il y a déjà quelques temps un webinaire sur les offres MSP, les niveaux de prix. Donc je sais pas si on l'a encore, mais je pense qu'on peut-être on le refera à l'occasion. Sur le, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, c'est 10h30. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être continuer d'avancer. On est Ouais. presque fini, de toute façon. Euh, Prochain webinaire, ce Vendre à la sera douleur. comment? Hmm, ouais. Ouais. Ça, c'est une bonne pratique MSP, mais quelque part qui peut se pratiquer dans n'importe quelle, on va dire, activité commerciale. C'est identifier la douleur chez le client. Alors, certains me disent oui, mais la douleur c'est négatif. N'empêche que le client il a mal quelque part. Alors peut-être qu'il a pas mal, mais c'est bien de le savoir, et peut-être que vous n'aurez jamais d'offre MSP. Mais au moins c'est de se mettre dans cette posture, d'aller voir là où il a mal, quelque part la solution qu'on peut lui proposer, parce que vendre dans cette logique-là, de bien comprendre ça, ça a beaucoup plus d'impact que rentrer uniquement dans de l'argumentation quelque part qui se déroule de manière identique chez tous vos clients. Euh, et donc, on va se focaliser sur ce sujet-là parce que en début d'année, le challenge de beaucoup de prestataires, c'est de faire de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, autant être le meilleur possible dans le développement commercial. Très bien, j'ai hâte. Et on n'a pas mis de prochain webinaire d'après parce qu'on sera présent sur IT Partners 2005, 3 et 4 février. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront présents. Voilà, donc c'est à peu près sûr. Hein, nous serons présents avec un stand sur place les 3 et 4 février. Et on va aussi organiser un petit événement la veille du salon, le 2, dans Paris, a priori, pour rassembler un peu des gens de la communauté MSP. Voilà, quelque chose peut-être un peu informel, mais voilà, faut commencer un peu à mettre une première
pierre à la construction Mhm. d'une communauté autour du MSP. Donc voilà, vous recevrez probablement une invitation là-dessus. Voilà. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir sur IT Partners si vous y êtes. Avec grand plaisir. Voilà. Comme toujours, si vous avez besoin d'infos, notre site internet bmsp.fr ou Frédéric par mail et téléphone. Bon, dernier webinaire de l'année. Oui, il ne Merci me à tous. reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël. Profitez bien des congés pour ceux qui partent en vacances et puis courage pour ceux qui travaillent entre les fêtes.